La rentrée de l'IMO Serein, épisode 4. Évaluer sa sécurité financière avec 4 scénarios crash test. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode très important pour moi parce que vous nous connaissez, nous sommes les investisseurs sereins. Et pour être serein, moi j'aime m'endormir en me disant que si jamais il y a quelque chose de grave qui arrive, beaucoup de choses ont été prévues en amont. Ok ? C'est comme ça, je trouve qu'on dort bien. C'est comme ça que si jamais votre compagnon vous dit « Ah bah tiens, je vais faire du saut en parachute !» Et là, vous êtes en mode « Aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu veux faire du saut en parachute ?» Ou « Aïe 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 !» Bon non, le saut en parachute, je vous avoue que je suis quand même pas détendue, quoi qu'il arrive, si jamais il veut faire ça. Mais grosso modo, que vous vous sentiez bien parce que vous vous dites « Attendez, tout est prévu, les choses sont prévues, on a anticipé les pires scénarios qui peuvent arriver dans notre vie. Et donc, on sait que dans ces cas-là, les choses sont en ordre, qu'on a en tout cas fait le mieux qu'on peut pour ne pas avoir les regrets de ne pas avoir préparé mieux les choses en amont. » Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de tout ce qui est succession, parce que ça, en réalité, c'est aussi tout un sujet. Hein, on va pas parler de ça. Je vais parler d'autres scénarios plus courants, enfin plus courants, dans tous les cas, on meurt tous un jour, mais en tout cas, d'autres scénarios. Ok ? Vous allez voir, et c'est important pour moi d'en parler. Non, bon, j'aurais pu rajouter ce scénario-là aussi, d'ailleurs. Mais bon, faisons des choses un petit peu moins déprimantes, ok ? Mais en tout cas, on va faire des scénarios beaucoup plus simples qui en réalité correspondent à des événements de la vie qui peuvent arriver et qui sont quand même assez fréquents, plus ou moins. Et c'est important pour moi d'aller en profondeur dans cette réflexion avant de vous lancer dans vos investissements immobiliers parce que ça va vous permettre de mieux comprendre aussi pourquoi vous devez investir et quels sont les axes sur lesquels vous allez être particulièrement vigilant. C'est en ayant conscience de vos points faibles aujourd'hui, avec ces fameux 4 scénarios crash test, que vous allez voir là où ça pâtit. Okay ? Là où vraiment il va falloir faire un effort pour vous sécuriser. Okay ? Parce que pour moi, l'immobilier, c'est quand même un outil formidable pour se sécuriser. Et autant savoir en quoi vous devez vous sécuriser. Alors, c'est parti pour les 4 scénarios. Je les ai mis dans un ordre totalement aléatoire. Donc, c'est parti. Le premier scénario qui peut arriver, et qui arrive, je pense, peut arriver à beaucoup de personnes, c'est de devoir faire un break de 6 mois de façon soudaine au travail. C'est-à-dire que les scénarios, ça peut être la chose suivante. Je sais pas, quelqu'un de votre famille tombe gravement malade. Ou il y a un événement dans votre vie qui fait que vous avez besoin de vous consacrer peut-être à une maladie, de vous consacrer à un projet personnel. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher d'un proche qui est en grande difficulté et que vous avez envie d'être près de lui et ça va prendre 6 mois pour l'accompagner. Dans ce cas, c'est un moment souvent qui est inattendu. Nous, ça nous est arrivé, hélas, et à l'époque, nous n'étions pas libres financièrement. Et c'est terrible, parce que tu te sens prisonnier de ta vie dans ces moments-là. Tu te sens prisonnier de ta vie et tu te dis « Non mais attends, je ne suis même pas libre d'être auprès de mes proches dans les moments les plus difficiles, alors que c'était un moment inattendu. » Et ça, pour moi, en tout cas, c'est un scénario crash test que je trouve très important. C'est posez-vous la question concrètement aujourd'hui. C'est du jour au lendemain. Il arrive quelque chose de vraiment grave à l'un de vos proches, okay, à quelqu'un de votre famille ou à un ami que vous adorez, et vous avez besoin, l'envie d'être à ses côtés, de, entre guillemets, tout plaquer pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour pouvoir être présent, est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous ? Est-ce que techniquement, ça veut dire que votre travail, est-ce qu'il vous permet de faire un préavis ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez faire 6 mois de congé sans solde sans être viré ? Est-ce que vous pouvez survivre à ne pas avoir de revenus pendant 6 mois de votre travail ? Est-ce que vous avez suffisamment d'économies de côté pour pouvoir supporter ça ? Est-ce que vous avez des revenus passifs qui vous permettent de vivre ça ? Ou est-ce que ce crash test, c'est la loose
vous ne le passez pas, et vous vous rendez bien compte que, en réalité, vous pourriez prendre 1 semaine de congé max, et après, ce serait fichu. Donc ça, c'est important de le faire, ce crash test. Peut-être, si vous êtes en couple, réfléchissez également à l'un garde son travail, pas l'autre. Voilà, peut-être des choses un peu hybrides, où c'est pas forcément les deux qui doivent arrêter de bosser, mais l'un des deux seulement. Ça pourrait être une solution. Je sais pas, peut-être un enfant malade auquel vous voulez vous consacrer. Enfin, il y a des choses dans la vie qui peuvent arriver qui sont terribles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est prêt de votre côté, ou est-ce qu'en réalité, vous vous rendez compte, en fait, non, il n'y a rien qui est en place. Il n'y a rien qui est en place. Il n'y aura pas d'option. Je n'ai même pas l'argent de côté pour pouvoir faire ça. Peut-être que vous avez l'argent de côté, mais que du coup, vous vous rendez compte, bah oui, mais si je fais ça, ben, soit on baisse drastiquement de niveau de vie, soit, et parfois d'ailleurs c'est dans ce genre de moment où vous avez besoin de dépenser un peu d'argent, donc voilà, soit peut-être vous pourriez maintenir votre niveau de vie, mais vous vous retrouveriez avec des économies sacrément basses et sacrément impactées, ce qui vous embête fortement, parce que vous dites, bah attends, ok, mais du coup ça fait fondre mon petit pactole que je m'étais mis de côté, ça le divise par 2. Et du coup, c'est compliqué parce que ça va mettre du temps à le remettre de côté. Donc posez-vous cette question. Premier crash test, soudainement, vous devez vous arrêter de bosser pendant 6 mois. Bon, je ne sais pas si vous avez passé ce crash test. Franchement, il est dur celui-là, parce que c'est du jour au lendemain. Mais voilà, posez-vous la question, est-ce que vous le passez ou pas? Deuxième crash test. Il est un peu plus facile celui-là. Il est un peu plus facile. Mais bon, il est quand même difficile. C'est dans le cas où vous êtes en couple et que l'un de vous deux devient soit invalide, soit décède. C'est malheureusement aussi quelque chose qui peut arriver dans la vie. Je le sais, moi, quand j'étais enfant, je l'ai vécu. Ma maman, elle est décédée quand j'avais 15 ans. Mon père s'était retrouvé dans une situation financière critique. Ça avait été, entre guillemets, mal anticipé. Voilà, ou en tout cas mal géré. Je ne sais pas comment exprimer les choses, mais voilà, ça a été géré de façon compliquée. Il y a eu beaucoup de stress sur les enfants. Et tout ce que je sais, c'est que, honnêtement, quand on vit un deuil de ce genre-là, s'il y a bien une chose qui va nous peser, c'est de se dire qu'en plus, on n'est pas en sécurité financière et qu'on se retrouve dans une situation précaire avec les enfants. Vraiment, je le souhaite à personne et je souhaite que vous ayez anticipé ce genre de situation. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder quelles sont les assurances décès que vous avez prises sur vos prêts immobiliers, si vous avez des prêts immobiliers en cours. Je sais qu'avec Cyril, nous, on a cette précaution de systématiquement avoir pris une assurance décès à 100% sur nos 2 têtes pour que, quoi qu'il arrive, l'un de nous deux décède, l'intégralité des biens immobiliers est remboursée. Ça, c'est un choix qu'on a fait pour dormir sereinement. Je sais qu'en général, quand on est jeune, on se dit que ça ne peut pas nous arriver, mais en l'occurrence, l'avantage, c'est que c'est facile de prendre une assurance, parce qu'elle ne coûte pas trop cher. Forcément, plus on est âgé, plus les assurances vont coûter plus cher. Donc, à vous de voir. Nous, vous savez, on prône la sérénité, donc on va plutôt prôner de prendre des assurances décès sur les emprunts. Mais si jamais vous avez aujourd'hui pas d'emprunt, rien qui est prévu, peut-être qu'il est temps de prévoir une assurance décès ou d'investir en immobilier tout simplement, avec une assurance décès emprunteur sur le bien locatif que vous allez acheter, de telle sorte qu'à ce que le conjoint survivant, en cas de décès de son conjoint, puisse subvenir aux besoins de sa famille sans se retrouver pris, comment on appelle ça, étranglé à la gorge par les finances, et qui puisse vivre son deuil, gérer la famille si jamais vous avez des enfants, et surmonter ça beaucoup plus sereinement financièrement. Donc ça, c'est le deuxième crash test. Dites-moi si vous êtes serein par rapport à ce crash test, ou est-ce que vous vous dites, oulala, ça va pas du tout, on n'est pas du tout en sécurité en réalité. Troisième scénario, c'est le scénario de la séparation. Alors là, pour le coup, en l'occurrence, décédé, on va tous décéder un jour, donc limite, c'est probabilité 100% qu'à un moment donné, ça nous arrive. En général, c'est quand même plutôt âgé, donc tant mieux. On a le temps d'avoir remboursé plein de choses, d'avoir du capital, etc. J'espère pour vous. Ensuite, concernant la séparation, là, malheureusement, il me semble qu'en France, c'est genre 1 sur 2 de couples qui se séparent. Et j'ai envie que vous vous posiez cette question, notamment surtout si vous êtes une femme aussi, parce que ça, c'est assez courant qu'une femme se retrouve financièrement prise à la gorge
parce que elle s'est pas intéressée aux finances, son mari gérait les finances, en tout cas ça c'était l'ancien modèle, mais voilà, il y a encore des personnes qui sont dans ce modèle-là, et qui se retrouvent, bah ok, on se sépare, mais moi j'ai rien, quoi. Moi je m'en rappelle encore d'une femme de ménage qui avait travaillé chez nous, donc je sais que femme de ménage c'est pas très élégant, mais une personne qui faisait le ménage chez nous, qui était une femme, et qui était mariée à un riche, enfin un riche, un homme avec une très bonne situation. À 60 ans, il divorce, et elle a toujours été femme au foyer, et elle se retrouve à devoir faire le ménage. Tiens, ça me fait penser, j'ai une autre collègue de travail d'ailleurs, qui était intelligente, brillante, mais elle avait fait une pause de 10 ans pour élever ses enfants. Son mari la quitte, ou je ne sais même plus si c'était son mari qui l'avait quittée, hein. Je me demande s'ils n'étaient pas encore ensemble, mais pour X raisons, financièrement, ça allait pas très bien, et elle s'est retrouvée à redevoir bosser. Et honnêtement, je ne dis pas que bosser c'est mal, c'est juste que parfois dans l'urgence, dans ces moments-là, dans une séparation qui n'est pas prévue, si jamais vous avez un trou de carrière, en fait, c'est difficile de retrouver un poste à la hauteur de l'argent que vous voulez toucher tous les mois, dans une situation et dans une posture qui vous est agréable. Donc, la question, c'est réfléchissez. Est-ce que, si jamais vous vous séparez de votre conjoint du jour au lendemain, est-ce que vous avez les moyens de subvenir seul à vos besoins financiers et à ceux de vos enfants, si jamais, pour X raison, vous vous retrouvez à devoir gérer les enfants? Ça, pour moi, c'est important que toutes les femmes se posent la question, les hommes aussi d'ailleurs, parce que je connais des hommes qui sont dans cette situation, qui préfèrent devenir homme au foyer. Est-ce que vous êtes en réalité en sécurité? Et je trouve ça important, et même d'ailleurs très sain, pour un couple, que on soit finalement libre de se séparer, parce que financièrement, c'est pas ça qui va nous tenir, parce qu'on sait que on n'est pas obligé de rester ensemble pour des raisons financières. Parce que c'est quand même un peu triste de rester avec l'autre pour des raisons financières. J'espère que c'est pour des meilleures raisons que ça que vous ayez envie de rester avec votre conjoint. Donc, posez-vous cette question. Et est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de faire un investissement immobilier locatif de votre côté? Moi, je sais que dans notre club, on accompagne des personnes qui sont des familles recomposées, et pour qui il y a un décalage dans les patrimoines de chacun, et que la personne a envie de rééquilibrer les choses en faisant des investissements de son côté. Voilà, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en place si jamais vous vous séparez? Est-ce que vous êtes sereine ou serein si jamais cette situation peut vous arriver? Et d'ailleurs, si vous investissez ensemble, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais quand on sépare, on peut jamais prévoir tout à l'avance, etc. Évidemment qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Je le sais. Hein, il y a des choses qui peuvent arriver, des raisons de la séparation, une haine qui peut s'installer, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Mais ça n'empêche pas d'en discuter quand même en avance. Ok? Ça fait pas de mal de vérifier si on achète un immeuble de rapport à deux. Au fait, si jamais on se sépare, c'est quoi ton idée? Tu voudrais revendre, ou est-ce que tu voudrais qu'on le garde et puis qu'on se partage nos revenus passifs? Tu vois, c'est important de au moins s'engager à l'oral. Surtout si jamais vous achetez à deux, que l'autre n'est pas du tout impliqué dans le projet, et qu'en fait, à l'instant où vous vous séparez, il dit moi, je veux le revendre. Puis sauf que vous avez acheté en indivision, et du coup, il peut vous forcer à la vendre. Alors que vous avez mis en place un super projet avec du cash flow positif, et l'autre veut liquider le prêt, et vous n'avez pas les moyens de racheter sa part. Donc en fait, c'est quand même bien dommage de ne pas avoir prévu les choses. Donc, je pense d'ailleurs que si jamais vous menez le projet à 50-50 et que les deux sont impliqués dans le projet, il y a plus de chances quand même qu'en cas de séparation, s'il y a du cash flow positif et qu'il y a du remboursement de capital et que tous les deux vous êtes intelligents financièrement et formés financièrement, que les gens se disent on va le garder, on va pas le revendre parce que ça va nous mettre dedans. Mais on n'est pas à l'abri que l'autre se fasse influencer, etc. Ça, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas complètement maîtriser. Mais je vous invite à avoir quand même cette discussion avec votre conjoint si vous investissez à deux. Même si en effet, c'est pas gravé dans le marbre que tout va bien se passer. Il y a des chances que ça se passe pas bien. Mais le fait d'en avoir parlé en amont, je trouve déjà que ça montre un couple qui est dans la discussion et qui ose parler des choses qui fâchent. Donc, c'est plutôt bon signe. Et enfin, le 4e crash test que j'ai envie de vous faire passer, c'est le fameux ras-le-bol au travail. Parce que j'ai trop de personnes qui me disent « Oui, moi j'aime bien mon travail. Non, moi j'investis en immobilier, mais mon but c'est pas d'avoir des revenus passifs. Mon but c'est vraiment pour ma retraite dans 20 ans, dans 30 ans. Moi j'adore mon travail, il n'y a aucun souci. » Le truc, en fait, c'est que
il y a tous eu des phases où on adore son travail. Je veux dire, personne n'a détesté son travail toute sa vie. Enfin, je connais pas de gens comme ça. Souvent, il y a des phases où on aime bien notre travail parce qu'on est dans une bonne phase dans sa carrière, parce que voilà, ça se passe bien au bureau, parce qu'on a des collègues qui sont sympas. Mais ça va tellement vite de finalement ne plus aimer ses collègues. Ça va tellement vite de finalement se rendre compte que ah bah j'en ai marre, ou j'ai changé de chef, j'ai changé de collègue. Là, il y a eu une réorganisation. Et finalement, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Ou peut-être qu'on vous met dehors, tout simplement, hein, qu'on vous pousse à la porte, qu'on fait exprès, entre guillemets, de tout doucement vous dire merci, on vous propose une rupture conventionnelle. Qu'est-ce que vous avez en place aujourd'hui pour pouvoir lever le pied, passer en 3/5e, 4/5e, à mi-temps? Est-ce que vous pourriez supporter ce crash test-là? Parce que je sais que beaucoup de personnes se disent « Oui, mais moi j'aime bien mon travail, Dorine, donc tu comprends, moi j'ai pas besoin de revenus passifs. » Oui, je comprends, mais pour l'instant, c'est ton cas aujourd'hui. Mais est-ce que ça va être le cas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et le mieux dans la vie, pour être serein, c'est d'anticiper les choses en amont. Voilà, donc je récapitule les 4 crash tests que j'ai voulu que vous passiez. Donc premièrement, c'est est-ce que vous pouvez faire un break de 6 mois de façon complètement imprévue? Deuxièmement, dans le cas du décès du conjoint. Troisièmement, en cas de séparation, si jamais vous êtes en couple. Et 4e crash test, si jamais d'un seul coup vous avez un ras-le-bol au travail et que vous voulez lever le pied pour peut-être lancer une activité, faire autre chose, est-ce que vous pouvez vous le permettre aujourd'hui ou pas? Et financièrement, qu'est-ce que ça représente? Et voilà, vous faites vos petits calculs dans votre tête, mettez-les sur un papier si vous voulez. Ça vous permet de vous rendre compte quels sont les axes de travail que vous avez, ok? Parce que vous pouvez tout à fait avoir l'axe 2 qui soit sécurisé. Par exemple, vous avez une assurance sur les 2 têtes pour l'immeuble que vous avez avec votre conjoint ou la résidence principale que vous avez, donc vous êtes rassuré que déjà ça et ça c'est remboursé à 100%. Mais peut-être qu'en cas de séparation, bah finalement c'est pas si rassurant que ça parce que vous n'avez pas l'entièreté de la maison, vous avez que la moitié qui n'est pas remboursée et du coup ça fait quand même pas du tout les mêmes sommes d'argent et peut-être que c'est le scénario 3 qui devient critique. Donc regardez parmi ces 4 scénarios lesquels sont critiques. On aurait pu rajouter le décès des 2 conjoints avec les enfants qui survivent. Ça, c'est un cas qui est encore plus rare. C'est encore plus rare. Moi, je trouve que c'est important d'y penser. Je vous avoue que même nous, c'est pas tout à fait en place aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui se passerait pour nos enfants si on était les 2 à décéder. En tout cas, voilà, j'aimerais bien aussi qu'on travaille ce scénario-là avec Cyril. Mais bon, c'est statistiquement, c'est peu probable. Mais il faut quand même le prévoir aussi, je trouve, pour éviter des déconvenues à nos enfants. Je sais que c'était un épisode peut-être qui n'est pas agréable à écouter, mais c'est un épisode très important parce que si on investit en immobilier, c'est en grande partie parce qu'on veut être sécurisé financièrement. Il n'y a pas que la liberté financière pour vivre sous les tropiques. Il y a aussi la sécurité financière de se dire qu'en cas de coup dur, est-ce que mes investissements vont être là pour me rassurer et m'apporter le filet de sécurité dont j'ai besoin. Et c'est important parce que vous n'aurez pas la même approche dans vos investissements immobiliers par la suite en fonction de vos points faibles au niveau des crash tests. C'est important que je vous en parle. Ça vous aide à votre réflexion. On va continuer de plus en plus dans le concret au fur et à mesure des prochains jours. Là, c'était déjà l'épisode 4. Je vous invite évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas louper l'épisode numéro 5 de la série spéciale rentrée de l'immobilier. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.